bienvenue dans cette suite de la capsule sur les enjeux d'attachement. Je rappelle un petit peu ce que j'avais évoqué sur les polarités dans être en relation, entre l'être et le faire, où dans l'être il y avait il faut que je sois, parfait, belle, beau, etc., qui relevait d'un enjeu sur l'estime et les enjeux sur l'estime de soi, qui pouvaient être en lien avec la relation au père et au rejet, et de voir les impacts que ça avait dans la relation. Dans la polarité faire, je dois faire, donc c'est des services rendus, c'est des cadeaux, c'est tout ça, cette disponibilité, qui touchait plutôt les enjeux de l'attachement, une relation à la mère et à l'abandon. Relation à la mère, c'est surtout à l'attachement primaire, et que ça avait des impacts dans les relations. Bien évidemment, ceci est avant tout une caricature. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je voulais simplement qu'on puisse faire évoluer ces polarités au fur et à mesure des capsules pour que vous puissiez vous reconnaître dans ces polarités qui vous permettront de regarder vos relations et vos relations amoureuses. On va aborder le tableau clinique individuel sur l'attachement. Il existe, en psychopathologie, 3 styles d'attachement. Le style d'attachement insécure évitant ou insécurisant évitant. Le style d'attachement insécurisant anxieux voire dépendant. Et le style d'attachement sécurisant. L'idée, c'est que vous allez voir des vignettes de ces 3 styles d'attachement. Et votre objectif, si vous le voulez bien, c'est d'observer quelle vignette vous représente. Vous en trouverez sans doute dans le style d'attachement insécurisant évitant, aussi bien dans le style d'attachement insécurisant anxieux dépendant, et aussi bien dans le style d'attachement sécurisant. L'idée, c'est de faire un point d'étape, pour regarder à quel endroit vous pouvez créer un changement. C'est un petit peu mon objectif. Le style d'attachement insécure évitant, il est caractérisé par un désengagement physique et psychologique. Désengagement physique et psychologique, ça veut dire que la personne, quand vous êtes en contact avec elle, vous sentez quelque chose qui est froid. On ne sent pas de chaleur et d'affect dans sa façon d'être avec l'autre. Et c'est pour ça qu'on parle d'un style de communication froid et distant. On ne sent pas que la personne peut se rapprocher. Il n'y a pas ou peu de demande de soutien. Il y a un refus de la proximité. Et il y a surtout un comportement défensif, une forme de dissociation et d'évitement. Il y a un évitement aussi sur l'intimité sexuelle. Il y a souvent une image positive de soi et négative des autres. Un sentiment d'être brimé dans son indépendance. Et un sentiment d'être contraint au dévoilement, donc une forme de je subis les choses et je peux subir les autres. Il y a une anticipation de souffrance et de déception dans les expériences. Ça se généralise un peu plus que simplement dans l'expérience de la relation à l'autre et dans la relation amoureuse. C'est comment, dans une expérience nouvelle, je peux anticiper des possibles souffrances et déceptions qui font que j'ai du mal à m'engager dans l'expérience. Il y a une perception atténuée des conflits et minimisation de la gravité. Donc, on regardera ça. La perception atténuée des conflits, c'est le regard sur le conflit qui est une polarité dans les styles d'attachement. Une position globale défensive. Une ambivalence et rancœur. Donc une ambivalence, c'est une difficulté à faire des choix. Et une rancœur qui peut être sur ce qui s'est passé. Il y a une distance et un sentiment d'être menacé. Une désactivation des stratégies de régulation des affects et du système d'attachement. Quand on parle de désactivation des stratégies de régulation des affects, c'est la personne n'est peut-être pas connectée à ses affects et n'est pas capable de mettre des mots dessus et de le partager. Dans le style d'attachement
insécure, anxieux, dépendant. Il y a souvent un blâme de soi et du partenaire, donc une forme de reproche, assez régulière. Une impulsivité, donc le côté impulsif. Des signes verbaux et non verbaux de détresse. Ça, c'est l'autre qui peut le voir. Ça se voit sur le visage en général. Il y a bien sûr une recherche de proximité, à la différence du style d'attachement insécure évitant. Il y a une envie de proximité à l'autre. Il peut y avoir une intimité compulsive sexuelle ou sexuelle compulsive. Ça dépend du rapport au plaisir. C'est-à-dire que, en fonction de chacun, nous avons un rapport au plaisir. Si nous connaissons le plaisir à travers la sexualité comme l'orgasme, c'est souvent une manière de réguler les affects, à savoir que on n'est peut-être pas complètement au clair avec ses affects et l'orgasme permet de vider un petit peu tous les affects, d'où cette intimité sexuelle assez compulsive. Quand je parle d'intimité sexuelle compulsive, j'inclus bien sûr la masturbation. Une représentation négative de soi et positive des autres, c'est-à-dire qu'il y a une forme de comparaison perpétuelle. Dans la CMD, quand on compare, c'est une forme de violence, et comme on se compare par rapport aux autres et qu'on voit toujours les autres mieux que nous, c'est une violence qu'on se fait à soi-même. Une interprétation fausse et négative du conflit. Le conflit est une polarité, la gestion du conflit est une polarité dans les styles d'attachement qu'on pourra retenir. C'est comment je regarde le conflit, comment je suis capable d'ajuster et de m'ajuster au conflit pour la tentative de résolution. Un exemple, si je veux gérer un conflit, je peux voir ça comme une menace importante et je vais faire la guerre. C'est peut-être pas nécessaire. Peur du jugement et du rejet. Et c'est là où je vous parlais que, bien évidemment, j'avais mis ça tout à l'heure. Vous l'aviez vu dans la polarité être sur les enjeux de l'estime de soi. La peur du jugement et du rejet, elle se trouve également dans le style d'attachement insécure anxieux. On va retrouver et faire évoluer toute cette complicité pour que vous puissiez vous l'approprier. Il y a un mélange de doutes pendant les tentatives de résolution. Le mélange de doutes, c'est-à-dire que la personne dans les tentatives de résolution pourrait douter sur j'y vais pas, j'y reste pas, je vais au bout, j'y vais pas. Il y a aussi un doute sur l'honnêteté et la bienveillance du partenaire. Une anxiété et une peur d'être abandonné. Et une répression de la colère ou explosion de la colère. C'est également une polarité qu'on va pouvoir rajouter liée au style d'attachement et aux enjeux d'attachement. On a vu le conflit, il y a aussi la colère. La colère, c'est-à-dire que soit je m'autorise à mettre en colère, soit je ne m'autorise pas. Et là, on est plutôt dans quand je me mets en colère, j'explose, ou je ne m'autorise pas du tout à vivre la colère. Et vous pouvez vous poser la question de comment vous contactez la colère. Est-ce que c'est quelque chose qui est explosif ou vous pourriez tout casser? Ou est-ce que vous ne vous autorisez pas à vous mettre en colère? La colère est une expression, une émotion. Toutes les émotions, je le rappelle, sont importantes. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. On ne polarise pas les émotions. Les émotions sont là pour une indication. Et la colère est aussi une manière de mettre une limite. Donc, soit on met une limite et on appuie sur le bouton nucléaire, donc là c'est l'explosion. Soit on n'est pas en capacité de mettre des limites, de dire non, et il y a une répression de la colère. Rumination sur la fin possible d'une relation, c'est aussi dans le style d'attachement insécure anxieux, c'est la peur que ça se termine, et donc une rumination là-dessus. Et une hyperactivation des stratégies de régulation des affects et du système d'attachement, c'est-à-dire que en termes de sensibilité et d'affect, on est pris à des intensités bien plus importantes que ce que cela nécessite, entre guillemets, dans la relation. Si on passe au style d'attachement sécurisant,
il y a une coopération. Coopération, ça veut dire une co-construction avec l'autre dans la relation. Il y a du compromis, c'est-à-dire comment, à partir de mes besoins et des besoins de l'autre, nous arrivons à trouver un compromis. Il y a du soutien, comment je peux également soutenir l'autre ou les autres. Il y a une stratégie adaptative de résolution des conflits, ce qui veut dire qu'il y a une prise en compte qu'il y a un conflit, ce qui nous oppose dans le conflit, et comment je peux être avec la personne ou les personnes avec qui je suis en conflit pour co-créer une tentative de résolution qui permette un effet gagnant-gagnant. Une intimité sexuelle appropriée. Appropriée, je pourrais l'expliquer comme j'ai du désir pour l'autre, l'autre a du désir pour moi, on est dans une intimité sexuelle appropriée. Représentation positive de soi et des autres. Peu de détresse, peu de moments de détresse. De l'aide et de la disponibilité. Alors, petite vigilance sur soutien, aide et disponibilité. Dans la capacité à soutenir et fournir de l'aide et de la disponibilité, regardez aussi, parce que beaucoup de gens sont capables de le faire, regardez aussi le temps que ça vous prend et comment, à quelque part, vous pouvez aussi être soutenu et trouver de l'aide et de la disponibilité dans votre entourage. Donc c'est vraiment un échange à cet endroit-là. Et une perception positive du partenaire. Voilà le style d'attachement sécurisant. Avec une représentation d'une personne qui est plutôt calme, qui est plutôt confiante, qui est plutôt optimiste, et qui a la régulation de la colère et des affects plutôt simple et plutôt fluide. Donc dans l'évolution des polarités grâce au système et à la relation d'attachement, il y a une polarité colère et une polarité conflit. Comment, à quelque part, je peux aller vers une personne si je n'arrive pas à mettre en colère une personne qui, elle, est capable de se mettre en colère pour moi? Comment je peux aller vers une personne si je suis à l'aise avec le conflit, soutenir la personne qui n'est pas forcément à l'aise avec le conflit, et inversement? Si je suis pas à l'aise avec le conflit, je vais plutôt aller vers une personne qui est à l'aise avec le conflit, où j'éprouverai une forme de soutien. Voilà l'évolution des polarités. Il y a un livre qui me semble intéressant sur les styles d'attachement et les enjeux d'attachement qui sont très importants, de Marc Pistorio, qui s'appelle « Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es ». Si vous avez envie de travailler sur les enjeux de l'attachement, je vous invite à lire ce livre, vous verrez, vous retrouverez les tables cliniques et beaucoup d'autres choses. Par rapport à tout ça, les enjeux d'attachement sont tellement importants qu'il y a un impact social et sociétal lié aux enjeux d'attachement. Et Boris Cyrulnik partage sa vision sociétale sur les enjeux d'attachement. Cette vidéo, bien évidemment, se trouve sur YouTube. Elle fait une douzaine de minutes. Je vous invite vraiment à écouter cette vidéo. Vous verrez, c'est un message d'espoir très important. Quantifie, c'est un flash. L'enfant est nul à 8 ans. Est-ce qu'il va être nul toute sa vie? Un enfant est extraordinaire à 10 ans. Est-ce qu'il va être extraordinaire toute sa vie? Donc c'est une quantification un peu illusoire. Je connais, en médecine ou ailleurs, je connais beaucoup de gens qui ont été des élèves lamentables et qui, dès qu'ils ont rencontré quelqu'un ou une institution ou une aventure qui les a réveillés, sont devenus parmi les plus grands intellectuels de la France et les plus grands médecins français qui ont eu des carnets scolaires à l'école et au lycée lamentables. Les découvertes récentes, scientifiques, cliniques, neurologiques, populationnelles, sur le développement de tous nos bébés amènent à repenser l'éducation. C'est-à-dire que il faut d'abord donner confiance à l'enfant. Et quand le bébé préverbal a acquis confiance en lui, son cerveau est très bien sculpté, circuité, il accède à la parole très rapidement
Les filles, avant les garçons, mystère, accèdent à la parole, et à ce moment-là, une fois qu'ils ont confiance en eux, c'est un plaisir d'aller à l'école pour se socialiser et pour apprendre, parce que c'est une exploration, exploration des autres, exploration des connaissances, c'est une aventure, c'est un petit stress dont ils sont fiers et qui les stimule. En revanche, les enfants préverbaux qui ont été insécurisés peut-être parce qu'ils ont été malades, peut-être parce qu'il y a eu un malheur autour d'eux, peut-être parce que la mère est morte, elle a un cancer, le mari est au chômage. Il y a la violence conjugale qui joue un rôle énorme dans le retard des enfants. Il y a la précarité sociale qui est un stress pour les parents qui joue aussi un rôle énorme dans le retard de développement. Il y a la guerre, bien sûr. Et quand l'environnement de la mère, j'ai pas dit la mère, j'ai dit l'environnement de la mère, la niche sensorielle est altérée par un malheur de l'existence, les enfants sont retardés parce qu'ils ne sont pas sécurisés, ils ont des parents insécurisants parce qu'eux-mêmes sont insécurisés. Et à ce moment-là, ces enfants arrivent le premier jour d'école et ils vivent l'école comme un traumatisme. Et on fait des observations cliniques très simples, hein, énurésie, encoprésie, bégaiement, arrêt du langage, évitement du regard, évitement de la rencontre, troubles alimentaires, cauchemars, et tous ces enfants sont malheureux parce qu'ils ont peur de l'école. Donc ils vont fournir la population des mauvais élèves, ceux qui vont foutre en l'air l'ambiance d'une classe parce qu'eux-mêmes sont malheureux à l'école. Ils ne vont pas se socialiser, au contraire même, ils vont haïr l'école, et la haine est un affect, une passion contagieuse. Alors que les 2 enfants sur 3 qui ont été bien sécurisés préverbalement arrivent à l'école comme une fête, un stress, mais comme quand on va jouer au football, on a un peu peur, on a un petit stress, et puis quand on fait du théâtre, on a un petit stress, et puis après, on est fier de soi, on a connu un bel événement. Donc c'est un stress normal, probablement même nécessaire, dont ils triomphent, et quand ils rentrent chez eux, ils peuvent dire à maman, j'ai appris à l'école, j'ai rencontré Janine, elle a été gentille, elle m'a volé mon pain au chocolat, et ils peuvent dire des choses comme ça. Donc ça veut dire que ces enfants-là bénéficient de l'école. Ce qui revient à dire que plus l'orientation scolaire est précoce, plus elle aggrave l'injustice sociale. Alors, ou bien on continue comme ça, c'est-à-dire qu'on va cliver les sociétés, comme on le voit de plus en plus dans les sociétés occidentales, un top extraordinaire, que ce soit le top américain, le top asiatique, le top français, allemand, cette minorité de gosses est éblouissante. Ils sont gays, ils sont gentils, ils ont confiance en eux, ils parlent 3 langues, dont l'anglais sans accent, ils courent le monde. Ce sont des gosses éblouissants, minoritaires. Le monde leur appartient, les places, les responsabilités leur appartiennent, ils ne vont pas les voler. Mais du coup, ce top-là va être complètement séparé d'une énorme base complètement larguée, qui, elle, va être malheureuse, donc va être soumise à n'importe quelle théorie qui va lui promettre monts et merveilles, le paradis ou l'enfer, c'est-à-dire que c'est là que les gourous vont faire leur marché, dans cette énorme population d'enfants largués, dans tous les pays où la technologie s'est imposée, on a un top merveilleux et une énorme base malheureuse. Et ça, sur le plan social, c'est d'un coup terrifiant, parce que c'est les conflits sociaux, c'est le manque d'épanouissement des gens qui sont largués, c'est l'illettrisme, 16% en France, 1% dans les pays d'Europe du Nord, qui ont fait toute leur réforme éducative en fonction des théories de l'attachement, c'est les pays asiatiques qui obtiennent effectivement un top étonnant d'intelligence et de vivacité à un prix humain exorbitant. Je rentre du Japon et de Chine, où j'ai été invité. Tout le monde m'a dit « l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance ». C'est-à-dire que le modèle d'Europe du Nord, qui n'est qu'un modèle, hein, ça ne veut pas dire que nous on le prendra tel qu'ils le font. Mais c'est un modèle, on peut s'en inspirer, prendre ça pour nous, ne pas prendre autre chose. Eh bien, ce modèle-là, j'ai été invité à Brasilia, et les Brésiliens avaient décidé
de faire ces réformes et de consacrer une énorme partie de l'argent du pétrole à l'éducation de la petite enfance, enfance préverbale et juste la 3e année, accès à la parole. Probablement avec l'effondrement économique, ils ne feront pas ces réformes. J'ai en Corée du Sud, où ils font aussi le top, fait des performances stupéfiantes, ils ont décidé de s'inspirer du ralentissement proposé par les pays d'Europe du Nord. Les familles s'y opposent. Les familles s'y opposent parce que la culture ont mis un tel surinvestissement sur les résultats scolaires, sur les notes scolaires, qui sont les seules à donner accès à un travail et à une dignité, que les parents continuent à maltraiter leurs enfants pour leur bien. Alors, il y a une partie coûteuse, mais il y a un retour sur investissement qui est très bénéficiaire. On découvre maintenant, grâce aux théories de l'attachement, que l'enfance préverbale est un moment capital de la vie. C'est pas réglé pour la vie. Un enfant bien parti peut avoir des accidents dans la vie, mais un enfant mal parti peut très bien se récupérer et se remettre à bien vivre. Donc il vaut mieux être bien parti, c'est quand même plus facile. Or, on comprend maintenant que l'enfance préverbale, c'est un bon départ dans la vie. Et cette enfance préverbale, ce bon départ, on peut l'organiser. C'est-à-dire qu'on peut ou bien faire comme en Allemagne, sacrifier les mères, ça ne les rendra pas heureuses, et 30% des femmes diplômées décident de ne jamais mettre au monde d'enfants, tellement un enfant est coûteux. Coûteux au sens psychologique du terme. Aux États-Unis, il est coûteux au sens monnaie du terme, mais en Allemagne, il exige un sacrifice maternel trop élevé. Donc 30% des femmes décident de ne jamais mettre au monde, des femmes diplômées décident de ne jamais mettre au monde un enfant. Donc ça va changer la culture allemande, parce qu'il y a d'autres femmes qui arrivent, qui ne travaillent pas, et qui considèrent que leur rôle sur Terre, c'est de mettre au monde le plus d'enfants possible. Donc il va y avoir un bouleversement culturel tout à fait important. Alors on sait maintenant que ces métiers de la petite enfance, on sait ce qu'il faut leur apprendre. C'est pas la peine d'en faire des prix Nobel, il faut en faire des praticiens. Des gens qui apprennent à tenir un bébé dans les bras. Des gens qui apprennent à sourire et à décoder le corps, ce qu'exprime le corps de l'enfant. Parce qu'il ne parle qu'entre le 20e et le 30e mois. Donc, avant, il exprime déjà beaucoup de choses, beaucoup de compréhension, beaucoup d'émotions. Il faut que l'adulte éprouve le jeu, le plaisir de comprendre ce que signifient les petits comportements d'un bébé. Donc la niche sensorielle sera mieux organisée par la mère, bien sûr, parce que c'est les femmes qui portent les enfants, par le père, parce que le père a une fonction importante au point de vue affectif. Quand la culture était violente, les pères partaient le matin, travaillaient 15 heures par jour et rentraient le soir et donnaient tout leur salaire à leurs femmes. Donc ils étaient héroïsés, ça veut dire sacrifiés. Ils n'avaient aucune relation affective avec leurs enfants. Les nouveaux pères, maintenant, cherchent à prendre leur place affective dans leur famille, ce qui n'ennuie pas les mères, ce qui n'ennuie pas les hommes. Il vaut mieux travailler à prendre une place affective qu'être à la mine 15 heures par jour, c'est plus agréable, ce qui n'ennuie pas les bébés, parce qu'un système familial à multiples attachements est un facteur de protection énorme pour l'enfant. Et ces enfants-là, en cas de malheur, c'est pas rare dans une biographie, en cas de malheur, ces enfants auront appris plusieurs styles affectifs et ils résisteront mieux et ils reprendront plus vite un bon développement. Donc cet investissement des métiers de la petite enfance, cette formation rapide, en 1 an, on peut très bien former aux théories d'attachement. En Amérique du Nord, il y a des hommes qui s'y mettent. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en Roumanie, beaucoup d'hommes s'y mettent aussi. J'ai notamment appris que beaucoup d'hommes préfèrent s'occuper des bébés que continuer à être policiers comme ils l'étaient avant. Ils trouvent plus amusant de s'occuper des bébés que de courser des gens avec une matraque. Ça les amuse plus. Et ces hommes-là estiment qu'ils n'ont pas pris la mauvaise place dans la famille, mais les mères
garde quand même un privilège affectif. Donc il faut en tenir compte, il faut apprendre, il faut organiser la niche sensorielle en fonction de ces découvertes. Et on se rend compte à ce moment-là que ça fait une culture d'épanouissement, d'efficacité intellectuelle et sociale, parce qu'un enfant qui sait dire bonjour, qui sait sourire, qui sait se socialiser, qui a acquis un attachement sécure, c'est un enfant qui se socialisera bien à l'école, avec les amis, et plus tard avec les copains et avec les adultes quand il travaillera. Donc c'est une bonne affaire. Et que, donc, on évalue en France à peu près à 500 000 le nombre de métiers de la petite enfance. Il y en a 200 000. Hollande vient d'en rajouter 100 000. C'est un petit progrès, c'est bien, c'est pas suffisant. Or, on constate que le retour sur investissement est un énorme bénéfice. Il y aura très peu de psychopathes. Il y aura très peu d'illettrés. En Finlande, où j'ai été invité par Jeannette Bougrabe, en 10 ans, diminution de 50% des suicides à l'adolescence en 10 ans. C'est-à-dire que tout ça, c'est du malheur évité. Et les gens malheureux coûtent cher à la société, parce qu'il faut les entourer, il faut leur envoyer des éducateurs, des policiers, des prisons, des rééducations. Ils sont malheureux, ils rendent malheureux, et ça coûte cher à la société. Donc investir un peu dans la petite enfance, c'est une bonne affaire sur le plan social. Pour résumer un petit peu la construction de soi et les différentes capsules que j'ai le projet de vous partager, nous avons vu les enjeux de l'attachement, nous verrons les enjeux de l'estime de soi et nous verrons les enjeux de l'érotisme. Que je vais résumer par aimer, s'aimer, être aimé, reconnaître, se reconnaître, être reconnu, désirer, être désiré, se désirer. Voilà pour cette capsule sur les enjeux de l'attachement. Bien évidemment, la prochaine capsule que je vous ai déjà promis, c'est l'enjeu de l'estime de soi et la relation de l'enfant avec ses parents. Merci et à bientôt.